Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Alors comme dans un roman sombre, Jack Lang, le prince de l'ambition, tombe. Quel acte j'ai commis au cœur. C'est la piquette, Jack. Après avoir vécu pendant des décennies hors des règles communes. Je ne crains rien. Détendu. Je me sens blanc comme neige. Pétition signée par Jack Lang en faveur des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 15 ans. Oui, mais en tout cas, je n'étais pas seul. Peut-être ai-je fait une bêtise. Tu sais pas jouer, Jack. Jamais reçu le moindre centime de M. Epstein. T'es mauvais. Je combats et j'ai combattu en permanence l'inceste, la pédophilie. For sure. Est-ce que vous envisagez de démissionner pour pas fragiliser Lima? Plaisanterie, la confiance dans le président du Lima est totale. Jack Lang, qui a dû démissionner à 86 ans de l'Institut du monde arabe. Je me sens blanc comme neige. Bienvenue sur Sud Radio en ce mardi 10 février 2026. Perico Légas est au micro de la France dans tous ses états. À ma gauche, l'inévitable Maud Koffler. L'inévitable? Je ne cherche pas à éviter d'ailleurs. En face de moi, l'irremplaçable Julien Delmas, qui va nous pondre une émission d'enfer. Et légèrement à ma droite, l'éternel Emmanuel Galasso, qui est à la fois notre oreille, notre voix, qui reçoit vos appels, parce que je pense que je sais que vous appelez tous les jours. Et tous les jours, je vous dirai, cette fois-ci, il faut encore appeler davantage, parce que il va se passer des choses passionnantes au 0826 300 300. Il s'appelle Emmanuel Galasso. C'est un garçon charmant et il y a des gens qui appellent rien que pour avoir Emmanuel Galasso en ligne. Ils se fichent du contenu de l'émission. C'est pour avoir Emmanuel. Dr Jack ou Mr Lang. Le titre est de Maud Koffler. Je trouve excellent. Oh, merci pour le crédit. Dr Jack et Mr Lang. Que faut-il comprendre des facéties du personnage et du système politique que Jack Lang a incarné durant 45 ans avant d'être rattrapé par la fripouille, par la patrouille. Nous en parlons avec Régis Le Sommier, expert en la matière, directeur de la rédaction du site Omerta. On en parle à 12h10 avec Régis Le Sommier. Nos cerveaux sont-ils lavés ou grillés par l'écran? L'addiction numérique est-elle en train de remplacer l'intelligence naturelle des jeunes et des moins jeunes par un nouveau schéma mental? Nous recevons l'avis de Michael Stora, psychologue, psychanalyste, par ailleurs cinéaste, qui s'est aussi penché sur le sujet. Ça sera à 12h45 et de 13h à 14h pendant 1 heure. Là, je vous demande d'être à l'écoute et je vous demande d'appeler Emmanuel Galasso au 0826 300 passerand parce que nous recevons une haute personnalité de l'histoire politique française. Il a 80 ans, donc il a vécu. Il s'appelle Charles Millon. Il a été ministre de la Défense sous Jacques Chirac. Il a été pendant plus de 20 ans député de l'Ain, maire de Belley, sa commune natale. Mais surtout, il a été président du conseil régional Rhône-Alpes. Et en 98, il a été lynché, assassiné, insulté parce qu'il avait fait un pacte avec, à l'époque, le Front National pour présider la région. Donc on va tout simplement parler de l'union des droites, qui à l'époque était impensable, est devenue aujourd'hui une réalité, peut-être une solution pour une majorité de Français. Et donc nous recevons Monsieur le ministre Charles Millon de 13 à 14h et vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300 pour donner votre avis et pour avoir ces réponses. Et dans les perles que nous avons sélectionnées avec Maude, bon, écoutez, on va quand même parler de ce progrès scolaire gigantesque sur la possession de couteaux pour les élèves. 525 d'entre mars et décembre. Peut mieux faire, hein, je crois. Non, mais vraiment, quelle atrocité. Et puis d'autres petites perles. Voilà le menu de ce jour. Je redonne ce téléphone, 0826 300 300. C'est la voix de la France, parce que c'est votre voix, auditeur de Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. Alors, nous avons appris, subrepticement, que Monsieur Villeroy de Galhau, François Villeroy de Galhau, ci-devant gouverneur de la Banque de France, haute institution économique et financière de la République, va donner sa démission en juin prochain parce qu'il veut occuper une autre présidence des apprentis d'Auteuil. Voilà. Et on se dit, bon, ben, c'est normal. Et son mandat finit en novembre 2027. Il avait encore 1 an. Il prend 1 an d'avance, et il démissionne, pour occuper un autre poste. Jusque-là, rien de très grave. Et ce matin, sur le service public, l'insigne chroniqueur économique, nous signale qu'attention, c'est pas que ça. Peut-être que s'il démissionne maintenant, c'est pour laisser à l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, la possibilité de nommer un nouveau gouverneur de la Banque de France. Et
on se pose la question, s'il devait y avoir un changement de majorité au sommet de l'exécutif en 2027, comme le poste de gouverneur de la Banque de France est inamovible, irrévocable, eh bien, le successeur de monsieur Villeroy de Galhau, nommé par Emmanuel Macron, continuerait à diriger la Banque de France, alors qu'une autre majorité, un autre gouvernement, un autre président pourrait être à la tête de la France. Suivez mon regard. Si, alors, il y a une option, il y a Jean-Luc Mélenchon, puis il y a l'option Marine Le Pen ou Jordan Bardella. S'il devenait président de la République avec un gouvernement Rassemblement National ou ses alliés, eh bien, et qu'il y ait une façon de repenser l'euro, ou pas un Frexit, mais enfin une façon de redistribuer les cartes au sein de l'Union européenne et de l'euro, eh bien nous aurions un gouverneur de la Banque de France nommé par le précédent président qui veillerait au grain et qui empêcherait les dérives voulues par le peuple français. Nous apprenons la nomination de Madame de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. Là, elle va être nommée puisque Moscovici est parti au mois de janvier pour la Cour des comptes européenne. Et puis nous avions au mois de mars dernier Monsieur Richard Ferrand qui avait été nommé président du Conseil constitutionnel. Alors voilà, est-ce que Richard Ferrand est au droit constitutionnel ce que la vache qui rit est un fromage fermier au lait cru? Je ne sais pas, je fais une comparaison dans les secteurs que je connais. Toujours est-il que je constate que le président de la République verrouille trois hautes institutions françaises, le Conseil constitutionnel où il met un copain, la Cour des comptes où il met une copine, parce que Madame de Montchalin est très proche d'Emmanuel Macron, et puis on verra qui il nommera à la tête de la Banque de France, mais je ne pense pas que ce soit Mathilde Panot ni Monsieur Bardella, enfin bon, ou quelqu'un d'autre d'un autre parti. Voilà, donc verrouillage de trois institutions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens s'assoient sur la démocratie, s'assoient sur le suffrage universel. On s'en fout de ce que votera le peuple français. Et si le peuple français vote pour une autre politique, une autre façon de voir l'Europe, une autre façon de voir l'euro, eh ben nous, on aura mis des gens qui verrouilleront et on empêchera le peuple français de décider de sa souveraineté et de donner à la République française les orientations qu'il aura voulu démocratiquement. Voilà, on a une grande leçon de démocratie, on saura en tirer les conséquences. Bonne journée. Bah non, pas bonne journée, restez avec nous, Thierry Coco. Bonne mais journée. calmez-vous. Alors un bon entendeur, salut. Un bon entendeur, salut. Voilà. Pourquoi n'a-t-on jamais enquêté sur Jack Lang, Perico? On va en parler dans un instant avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction de Omerta. Vous restez bien avec nous et puis vous nous appelez au 0826. Je vous fais une réponse, circuler, il n'y a rien à voir. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Jack Lang et sa femme ont été placés sous protection policière en raison de menaces émanant des réseaux sociaux, menaces liées aux révélations de ses liens troubles avec Jeffrey Epstein. Et depuis, les témoignages fusent sur sa personnalité, son mode de vie, ses innombrables impayés, son passé. Dr Jack et Mr Lang, c'est le sujet de cet entretien avec le directeur de la rédaction de Omerta, grand reporter Régis Le Sommier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Régis Le Sommier, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Votre avis est important parce que c'est un sujet que vous avez, sur lequel vous avez enquêté et beaucoup réfléchi. Et puis vous savez beaucoup de choses, j'espère que vous allez tout nous dire. Ici c'est le parle en vrai. Je suis là pour ça. Vous n'allez rien garder pour nous. Je rebondis sur la présentation de Maud Koffler à l'instant. Il est mis sous protection policière. Est-ce qu'on est, petit aparté, est-ce qu'on est revenu à une époque, Régis Le Sommier, où quand on défraye la chronique sur des faits scandaleux, on est mis au pilori et c'est une époque où c'est dangereux, c'est-à-dire si vous prenez des positions courageuses, vous risquez aussi votre vie. Et là, on est présenté quand même avec des faits qui sont un peu fripouillards et on vous met quand même sous protection policière parce que l'époque est tellement méchante que vous risquez d'avoir des soucis. Donc c'est la mise au pilori. C'est l'âge des réseaux sociaux, hein. Voilà. Donc oui, c'est le déferlement. Donc c'est sûr que Jack Lang est dans la ligne, dans le viseur de tout un tas d'anonymes qui ont dû lui souhaiter pique-pendre. Et donc tout ça, évidemment, et peut-être certains plus précisément, donc tout ça a sans doute provoqué une inquiétude et un renforcement. Alors il faudrait pas non plus que on assiste, c'est assez souvent le cas, une victime, non voilà, une inversion accusatoire où tout à coup on se dit oh le pauvre, il est sous protection judiciaire, il y a des gens qui lui veulent du mal. Non, ce qui est surtout bluffant dans cette histoire, c'est le déballage qui est tout à coup autorisé. Jack Lang est quand même un personnage qui est apparu dans la lumière, souvenez-vous,
radio après mai 81. Ça est passé de la nuit à la lumière. Mais on le vénérait. Et il incarne cette lumière de cette époque mitterrandienne. Et depuis, on pouvait pas dire de mal de lui. C'était quelqu'un d'assez... et même quand il a été retraité, même quand retraité de ministre, je vais dire, mais quand il a pris en 2013 l'Institut du monde arabe, alors là c'était quelqu'un d'intouchable, vraiment d'intouchable. On est en train d'approcher un peu, alors ça existe depuis toujours, mais là un peu le lynchage quand même un petit peu à un moment donné. C'est un peu comme si certains s'étaient retenus, et donc du coup ça déboule. On apprend par Pierre Lescure, qui a quand même participé aussi de ce système, que Lang ne payait pas ses hôtels à Cannes, et qu'on l'avait fini par ne plus l'inviter. Également, on va comptabiliser ce qu'il a payé, on va gagner du temps que de comptabiliser tout ce qu'il a pas payé. Non, mais c'est vrai. Et je me souviens en 81, j'avais 22 ans. Mitterrand, ça me semblait un peu trouble, mais à l'époque, je votais à gauche parce que Jacques Lang incarnait pour moi la pureté, la vérité, le renouveau. Aujourd'hui, le retour de bâton est absolument mais sismique. Mais c'est sismique, et c'était vraiment l'icône qu'on déboulonne, mais une icône qui méritait d'être déboulonnée quand même depuis un petit moment. On aurait pu avoir un peu de modération et se pencher un peu plus sur le cas Jacques Lang. J'ai écouté encore Patrick Cohen aussi nous expliquer c'est ce formidable ministre de l'éducation, évidemment la fête de la musique, etc. Tout ça, tout cette saluons le courage de Patrick Cohen, qui est quand même passé dans la vertu de la défense des cas indéfendables et des situations les plus terribles. Il arrive sur le service public. Heureusement qu'on a le service public pour défendre l'indéfendable et aller à l'envers total de l'opinion et des Français. Donc, alors Jacques Lang, on y revient. On continue à en parler. On en a parlé hier, avant-hier. Hier, j'écoutais les auditeurs de Sud Radio à qui on a demandé d'intervenir dans la première tranche qu'on fait rarement. Ils étaient tous évidemment en colère sur les mœurs, sur le symbole que ça représentait. Là, ce que j'ai envie d'examiner avec vous, Régis Le Sommier, c'est cette capacité dans la durée. Il a duré entre guillemets sur tous les régimes. Il est évidemment consacré par la Mitterrandie, ministre de l'Éducation nationale et surtout de la culture. On dit toujours c'est le ministre éternel de la culture. On reviendra. Tout n'est pas acheté, évidemment. Non, bien sûr. Je faisais allusion au spectacle de rue et puis au prix du livre. Et ensuite, il passe Chirac, Sarkozy, Hollande. Il est là, il est consulté, il est installé. Il se maintient à l'Institut du monde arabe contre Le Briand, qui est tout à fait respectable aussi pour occuper ce poste. Quelle est l'explication de cette longévité, de cette capacité de résistance et de pérennité? Je pense qu'on n'a pas encore tous tout à fait les clés parce que le cas Lang, bien avant l'affaire Epstein, avait quand même il y avait quand même des murmures. Depuis le début, sur ses mœurs, sur ses pratiques. Les fameuses pétitions des années 70 auxquelles il associe son nom. Alors aujourd'hui, il dit c'était une connerie, etc. Epstein, c'est 2019, les premiers éléments. Mais là, je parle de 1977. Bien sûr, mais là, vraiment, Epstein, c'est quand même, on est en 2000, ça fait quand même 5 ans. Et dégagé, il n'y a rien à voir, la poussière sous le tapis. Et là, tout d'un coup, ça sort, et on a les 3 L. On lèche, on lâche, et maintenant on lâche. C'était la formule de mon patron Jean-François Kahn qui adorait ces 3 L. Elle est exceptionnelle, cette formule. Mais elle s'applique totalement. Mais il y a quand même, chez Lang, d'abord une sorte de désinvolture qui lui a toujours réussi. C'est-à-dire, moi j'ai eu un exemple d'un cas où, à l'époque, j'étais directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, et on m'avait confié le dossier Aloula. Alors Aloula, pour vous expliquer, c'est le berceau des Nabatéens, la civilisation. Et à l'époque, MBS, donc prince héritier d'Arabie Saoudite, avait décidé de se faire un coup de com' en se prenant des gens comme Lang, comme Attali, etc., pour faire la publicité de cet endroit où il allait faire redécouvrir les merveilles de l'Arabie Saoudite. J'avais appelé Jacques Lang et je lui avais dit, il m'avait dit Aloula, c'est formidable, on est au faux, comme il savait s'exprimer. Et au bout d'un moment, journaliste que je suis, je lui dis mais on va pas pouvoir traiter du cas d'Aloula sans évoquer Jamal Khashoggi et la mort sordide de ce journaliste, de ce contestataire du régime d'Arabie Saoudite, découpé en morceaux, littéralement dissous dans l'acide, puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. Après avoir été découpé en morceaux à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Ankara. Voilà. Et Lang m'avait répondu.
Khashoggi, mais vous voyez, mais on va pas s'arrêter à ça. Non, mais voilà. Ah oui. Oui, c'était voilà, on était. Ah oui, la raison d'État, la vraie raison d'État. Aucun intérêt. On va pas s'arrêter sur des points de détail ou des. J'avais été scotché au-delà de voilà, quand je dis désinvolture avec laquelle il traverse les époques, tout en jouant l'incontournable, tout en jouant le maître des arts, le maître des civilisations, etc. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que dans ce lynchage qui n'est, à mon avis, pas encore complet, on découvre un personnage extrêmement pingre, extrêmement qui payait pas ses notes, comme je le disais. Et il y a quand même une citation qui est dans les dossiers de Jeffrey Epstein, où il dit, je vous la cite parce qu'elle est quand même exceptionnelle, il dit « Cher Jeffrey, merci pour Avignon, même si nous... » je n'imite pas, hein, mais un petit peu quand même. « Même si nous n'avons pas pu partir, votre générosité est infinie. Puis-je encore abuser de vous? Je suis invité par le prince Aga Khan au dîner qu'il offre pour les 80 ans de son frère ce mercredi 13 septembre de 20h à 23h. C'est à 60 km de Paris. Si votre voiture était libre ce mercredi soir pour nous transporter, excusez-moi d'abuser de vous. Encore toutes mes excuses avec mon amitié. » Fabuleux, voilà. fabuleux. Il le connaît un peu mieux et un peu plus qu'il ne le prétend. C'est clair. Alors, je vais vous dire de façon très cynique, se faire prêter un jet parce qu'il y a 3000 km à parcourir, admettons, mais il peut plus se payer un taxi ou pour faire 60 km pour aller au dîner de l'Aga Khan. C'est extraordinaire. C'est quand même fabuleux. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, en fait, dans une forme de pingrerie et surtout la sensation que tout le monde est à mon service et que j'ai droit à tout. Oui, c'est ça. C'est un peu, voilà, le Monde, d'ailleurs, a écrit un papier, aujourd'hui, oui, c'est l'édition, où il explique que même déjà quand les révélations étaient faites par Mediapart, ils ne se sont absolument pas concernés. Les gens du Monde lui disent mais attendez, il y a quand même votre fille, etc. Il dit non mais je ne suis accusé de rien, je ne suis coupable de rien, etc. Et voilà. Je me souviens, car il était sur la sellette depuis le début, et même dès le début, dès les années 80, quand il est ministre de la Culture et de l'Éducation nationale dans le cercle mitterrandien, l'ascension de la Roche de Solutré, il était là parmi les premiers. Et déjà, il y avait quelquefois des critiques qui étaient objectives. Et c'était le premier homme politique qui a utilisé le mot complot. Ah oui. Pour une raison qu'il n'en était pas, et c'est un complot. Et donc, dès qu'il y avait une entorse, une critique, une observation, il considérait que il utilisait le mot complot, que c'était un complot. Peut-être est-ce là la clé de sa longévité. Voilà, c'est ça. D'accuser les autres, évidemment, si ça allait trop loin, évidemment, il parlait d'antisémitisme, puisqu'il est juif. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a eu des positions, justement, sur cette question. C'est quelqu'un qui a eu du courage, qui a pris des positions. Je vous disais tout à l'heure, en tant que ministre de la Culture et de l'Éducation nationale, il prend aussi Éducation nationale, non, ça tous les experts m'ont dit catastrophe absolue, sauf qu'il arrivait après Claude Allègre. C'est lui qui valide la réforme Allègre avec surtout l'arrivée des écrans. Il caresse les syndicats de l'Éducation nationale dans le sens du poil et il reste comme un grand ministre de l'Éducation nationale. Or, c'est lui qui a mis en place les programmes qui aujourd'hui font que l'école est la fabrique du crétin absolu. C'est très fort. Il séduit Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'il est capable de parler à tout le monde et de dire à la personne à qui il parle ce que la personne a envie d'entendre. Moi, je crois qu'il a réussi à se placer dans une posture de sage de la République. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, au départ, arrive dans les wagons de la Mitterrandie et va progressivement intégrer finalement quelque chose de républicain. Ce qui fait qu'il est transmis presque comme un héritage à chaque fois. Vous savez, dans le substrat monarchique qui reste dans notre belle République, il incarne totalement ça. C'est un serviteur zélé et en même temps quelqu'un qui a pris une certaine importance, ce qui fait que je pense de président à président, personne n'ose le critiquer. Et à partir du moment où il se place comme directeur de l'Institut du monde arabe, à ce moment-là, il y a une sorte un aura, aura et il est reconduit malgré la candidature de Le Drian. Oui, tout à fait. Il est maintenu à ce poste. Tout à fait.
et là il part. Je crois qu'il devait quand même partir prochainement, mais en tout cas voilà, c'est la première conséquence. Mais on sent que c'est contraint et forcé. Il n'y a pas de remise en cause. Vous me direz, pour le moment, les dossiers Epstein n'ont pas révélé. Non, voilà. non. Et je le dis solennellement, du point de vue français, les accusations sur des actes de pédophilie ou sur des mineurs n'ont jamais été avérées. Oui. Il n'y a jamais eu la moindre preuve ni le moindre indice. Et ça, je dois dire que pour l'instant, de dire ça, c'est dégueulasse. Il a son compte pour le reste. Oui. Voilà. Donc ne basculons pas dans un lynchage obscène. Il ne faudrait pas qu'il soit la seule victime expiatoire ou le comment on va dire de ce qui pourrait sortir des dossiers Epstein. Qu'on pourrait profiter c'est le bœuf qu'on sacrifie aux piranhas pour laisser passer le troupeau. Disons, si ça ne donne pas lieu à une ouverture d'enquête, ce que demandent les victimes sur la question notamment de l'appartement parisien, qui a eu accès, et pas simplement Peter Mandelson qu'on retrouve en slip kangourou avec une jeune femme à ses côtés dans ce même appartement. Je pense qu'il y a eu bien d'autres choses qui sont passées dans cet appartement qui ne servaient pas uniquement pour rencontrer des hommes d'affaires à Jeffrey Epstein, et je pense que là il y a des choses, puisque si on écoute les témoignages des policiers qui avaient effectué la perquisition en 2019 au moment de l'arrestation d'Epstein, les photos, les murs étaient recouverts de photos de jeunes filles nues et parfois très très jeunes. Nous conclurons en disant que Jack Lang n'a pas le monopole du slip en kangourou. Nous avons connu d'autres cas, peut-être l'ancien patron de Sciences Po, vous vous souvenez, qui avait fini en latex. Richard, comment s'appelait-il? J'ai oublié. Mais bon, passons. Enfin, voilà. C'était à New York. C'est à New York. Voilà. Oui, tout à fait. Les facéties de la République ont encore quelques beaux jours devant elle. Merci Régis Sommier d'avoir témoigné. Merci beaucoup. Et s'il y avait du nouveau, bien entendu, nous ferions appel à votre savoir et à votre compétence. Avec plaisir, merci. La République en slip kangourou, quand même, c'est ce qu'on retiendra de cet entretien, Elle Péricot. pourrait ne rien avoir, ma chère Maud. Bon, allez, vous restez bien avec nous, les perles arrivent, et puis nous retrouverons ensuite Michael Stora pour parler de l'impact des écrans sur nos cerveaux, comment bien utiliser les écrans pour qu'ils ne bouffent pas notre cerveau. 0826 300 300 pour nous. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Puisqu'il y a des attentats au couteau, la solution est très simple, supprimons les couteaux. André, on adorerait vous apprendre que le niveau des élèves français en maths a augmenté, mais toujours pas. En revanche, c'est le nombre de couteaux retrouvés sur ces élèves qui augmente. Les chiffres sont alarmants, Péricot. 525 élèves contrôlés entre mars et décembre 2025 qui avaient un couteau sur eux ou dans leur sac. Évidemment, interpellation des pouvoirs publics. Tout le monde monte au créneau. Édouard Giffray, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Nunez, ministre de l'Intérieur. Les chiffres sont quand même édifiants. D'autant qu'on sait qu'il y a des contrôles. Donc aujourd'hui, on va à l'école. 525 cas, c'est pas gigantesque, mais c'est énorme dans la mesure où c'est l'enceinte scolaire. Alors la solution c'est quoi, nous disent nos gouvernants. Alors d'accord, il faut du contrôle, des portiques, la police, mais c'est pas, comme dit le ministre de l'Éducation nationale et de l'Intérieur, c'est pas que la faute de l'école et de la police. Les parents pourraient aussi fouiller au corps leurs enfants avant d'aller à l'école. Donc quand vos petits s'en vont le matin, au revoir papa, au revoir maman, au revoir papa, un bisou. Vous palpez, vous fouillez le sac, on ne sait jamais, il peut y avoir un couteau. Et il faut responsabiliser tout le monde. C'est incroyable comment on fait pour contrôler les enfants. Je sais pas, c'est peut-être une nouvelle pratique. Enfin, ça veut dire quand même que y a des enfants qui ont accès aux couteaux de cuisine, c'est souvent des couteaux de cuisine, ils les mettent. Peut-être que le contexte familial dans lequel ils sont, le contexte éducatif est contestable. Enfin, 525, ça commence à poser problème. Surtout alors, on se dirait, ils ne s'en servent pas. Je veux bien. Le problème, c'est qu'ils s'en servent. On a quand même eu quelques cas, dont 2 cas particulièrement tragiques. Il y a peut-être ceux qu'on ne sait pas. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, nos enfants circulent armés avec un couteau. On pourrait se dire, ils sont dans une société pas sûre, ils ont peur. Non, c'est bien pour agresser à l'école et souvent les personnes que l'on menace. L'autre jour, c'était un éducateur ou une maîtresse qui avait dit, un directeur qui avait dit, tu n'es pas sage, je ne me dis pas mes notes, et je te sors mon poignard. Eh ben dis donc, bonjour la France. Une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler d'une église. Mais attends, il ne va plus rester d'église, Maud, depuis le temps qu'on est en train de répertorier cette église. Je crois que c'est un peu le projet Péricot. Écoutez bien ce son.
Cette musique, parce qu'on peut dire que c'est une musique, les habitants de Quelen-Singo, au sud de la Mayenne, l'entendent depuis un millénaire. C'est le cœur battant de cette commune de 2000 habitants, une église construite au XIe siècle, mais inutilisée depuis bientôt 30 ans. Le 26 novembre dernier, lors du conseil municipal, le maire explique que l'église s'est fortement dégradée au fil des années, au point d'être fermée au public, et que son état structurel est gravement compromis. En conséquence, le conseil vote le déclassement du domaine public communal de l'ancienne église Singo. Malgré l'avis de plusieurs spécialistes dépêchés sur place. S'ensuivent la désacralisation et la désaffection de l'édifice, dont la destruction devait débuter mercredi dernier. C'était sans compter sur l'intervention d'opposants au projet de destruction qui ont interrompu le travail des ouvriers. Alors pour le moment, le chantier est suspendu. Des recours ont été déposés en début de semaine dernière au tribunal administratif de Nantes par l'association pour la sauvegarde de l'édifice et Urgence Patrimoine, qui a notamment sollicité l'aide de la ministre de la Culture Rachida Dati, apparemment un peu trop occupée par sa campagne. Une pétition et une cagnotte sont en ligne et je rappelle aujourd'hui qu'environ 5000 églises et chapelles sont menacées de destruction en France. Écoutez, on sait que Stéphane Bern s'occupe de cet enjeu énorme. Rappelons que les églises, c'est le patrimoine, celles qui étaient construites avant 1905, mais les autres aussi, pourquoi pas, mais les autres, les plus anciennes, c'est le patrimoine historique, architectural, culturel et artistique de la France, bien entendu, et qu'il mérite évidemment l'intérêt de la nation, des concitoyens, et qu'il faut préserver. Ça fait partie de notre essence, de notre culture. Il n'est pas interdit de se mobiliser lorsqu'on n'a pas forcément de structure soi-même. Heureusement que nous avons ces belles églises dans nos campagnes. On a d'autres choses, on a des châteaux, des manoirs, des abbayes, mais enfin voilà, les églises de campagne des villages, surtout celle-là qui est un joyau, méritent évidemment toute l'attention citoyenne et républicaine, même de ceux qui n'ont pas la foi. Ça fait partie, c'est le patrimoine de la France. Ils sont là, ils sont dans les campagnes. La campagne, ces champs à perte de vue, ces cuits, ces clochers quand ils ne sont pas détruits, et puis ces laboratoires clandestins, Perico. Alors, est-ce que la grange rurale est devenue le nouveau labo? Et je vais faire un jeu de mots avec un titre de Tintin. Coq, alors Coq COC en stock, sous la chaumière. Ben oui, alors figurez-vous que en France, les Pays-Bas et l'Espagne ont une avance sur les petits labos clandestins. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, j'allais dire la surveillance policière et la performance de nos services de sécurité font que c'est plus difficile pour les trafiquants de drogue et de stupéfiants de produire de la drogue en zone urbaine, même si on peut cacher plus facilement dans certains quartiers. L'idéal, c'est d'aller à la campagne, au fond d'une grange, dans une ferme abandonnée. Et là, c'est un petit village du département de la Maine-et-Loire qui s'appelle Chigné, donc c'est l'Anjou. Et des gens ont découvert qu'il y avait un laboratoire, où on produisait de la cocaïne au fond, au cœur de la France, du pays réel, de la France authentique. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus à l'abri nulle part et que les trafiquants ont compris que il faut peut-être évacuer des villes qui sont quand même assez faciles à surveiller par rapport au mouvement et plutôt aller se cacher dans des campagnes où là on la verra pas. Donc, pauvre campagne de France, on n'a plus d'église. En France, on disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On n'a plus d'église, mais on a des laboratoires de transformation de la cocaïne. Quelle chance. Alors Maude, la grande mosquée de Paris. Pas du tout. Non, Karine Le Marchand. Karine Le Marchand. qui fait polémique. Alors attention, sujet sensible. Les mots que vous allez entendre peuvent choquer des oreilles fragiles. Puisqu'aujourd'hui, pour reprendre les termes de Karine Le Marchand prononcés lundi sur CNews, nous allons parler des Noirs, des Arabes et des musulmans. J'ai vu le RER arriver. J'ai vu tous ces Noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces Arabes. En fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur parce que j'avais pas l'habitude. Alors forcément ça interpelle, ça peut même choquer. On connaissait le franc-parler et le sans filtre de Karine Le Marchand, mais là je crois qu'on bat tous les records du je m'en foutisme. Alors maintenant que l'émotion est passée et que les députés LFI ont saisi l'Arcom, voilà ce qu'il faut savoir. Premièrement, Karine Le Marchand venait faire la promotion de son documentaire intitulé Les Nouveaux Français, 100 ans d'immigration. Autant dire que la promo a bien fonctionné. Dans cet extrait, elle témoigne d'un instant de sa vie lorsqu'elle arrive à Paris après avoir grandi à Nancy auprès d'une population majoritairement blanche, ce qui justifie donc son choc lorsqu'elle se retrouve au milieu de multiples populations, en l'occurrence noires et maghrébines. Alors vous voyez la question venir, se serait-on indigné de la même manière si elle avait déclaré « J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces blancs et tous ces catholiques, ces Français qui sortaient, j'ai eu peur ». Spoiler, non. En ce qui concerne son soi-disant racisme, doit-on rappeler que Karine Le Marchand est née d'une mère française et d'un père africain, d'où son joli teint, père qui a quitté
quitté le foyer lorsqu'elle était encore bébé, mais qu'elle a retrouvé plus tard. Alors sur la forme, c'est choquant, mais dans le fond, rien d'alarmant, je vous rassure. Et je conclurai juste que ce qu'elle raconte est juste une réalité. Les usagers du RER le savent très bien, mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et il n'y a donc pas pire menteur que celui qui ne veut pas dire la vérité au prétexte systématique que ce serait raciste. Bon, écoutez, là où elle fait la petite erreur, c'est qu'elle dit qu'il y avait des Noirs qui sortaient, et ensuite elle dit des musulmans. Le vote, c'est les musulmans, c'est vraiment le Oui, alors c'était peut-être des Maghrébins, c'est peut-être des Arabes, je ne sais pas à quoi elle faisait allusion. Voilà, donc faut être précis dans ces cas-là. En tout cas, elle est insoupçonnable. Bah, oui. Voilà, elle est elle-même. Vous savez qu'on lui a reproché d'avoir interviewé Marine Le Pen, Jordan Bardella, d'avoir été trop proche, soi-disant, alors qu'elle a fait exactement la même chose avec d'autres personnalités politiques. Mais là, on s'interrogeait pas tellement sur ses penchants politiques. C'est un reproche que nous connaissons bien sur Sud Radio, parce que nous recevons tout le monde, nous écoutons tout le monde, nous débattons et nous dialoguons. Sauf ceux qui ne veulent pas venir. Sauf ceux qui ne veulent pas venir, c'est leur droit, et on reste évidemment toujours très soucieux de la légalité républicaine, de ce qui serait sorti du cadre. Voilà, mais nous sommes républicains et nous sommes, je dis, voltairiens. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec les gens que nous recevons, mais voilà, nous donnerions tout pour continuer une partie de notre liberté, pour qu'eux continuent à garder la leur. Donc c'est faire un mauvais procès à Karine Le Marchand, qui a peut-être eu une formulation un peu maladroite, mais bon. En tout cas, ça fait réagir. Ça fait réagir. Et la Grande Mosquée, donc, publie un guide pour adapter l'islam à la France. Je croyais que c'était déjà compatible, moi. Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors, on comprend la Grande Mosquée de Paris qui veut aider les musulmans français, j'allais dire, à se rendre conformes, à avoir des attitudes conformes aux lois, aux valeurs de la République. C'est très paradoxal comme situation. Le cas législatif, il existe. On n'a pas besoin de la grande mosquée pour décrypter. On dirait, voyez, c'est un peu compliqué. On va vous expliquer jusqu'où vous pouvez aller. Alors, c'est jusqu'où vous pouvez aller dans quel sens? Ne pas trop contrarier vos principes de musulmans, votre foi musulmane, ou est-ce que c'est parce que les lois de la République sont un peu compliquées? Donc, voilà. Donc, à décrypter. J'aimerais bien qu'on reçoive la semaine prochaine ou demain, Maud, on va recevoir quelqu'un de la mosquée, je voudrais qu'il vienne nous expliquer. Tout à fait. Je suis sûr que c'est pavé de bonnes intentions. En tout cas, ça prête à polémique, ça prête à confusion. Et quand on aborde ce genre de thème, et comment est-ce, quand on est musulman, comment se conformer aux lois de la République et comment se conduire, il faut être plus précis, très précis, parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Et je pense que ça mériterait un décryptage poussé sur Sud Radio une prochaine fois. Allez, je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 14h. On parlera de l'impact des écrans sur tout le monde, pas que sur les jeunes, dans un petit instant. Vous restez bien avec nous. Et puis de 13h à 14h, Charles Millon, ancien ministre de la Défense, cofondateur de l'Institut Thomas More, comme vous dites, oui, More, que je dise pas n'importe quoi. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Ce n'est plus une surprise. La surexposition aux écrans peut avoir des effets sur le développement des plus jeunes et ralentir les performances des générations au-dessus. Pour autant, y a-t-il une bonne manière de s'en servir? On en parle avec le psychologue et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, Michael Stora. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michael Stora, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui et de décrypter avec nous cette actualité qui est une interrogation que l'on se fait au sein de la société française depuis quelques années. Le numérique, le digital, l'écran est une source de modernité, une amélioration des moyens culturels et éducatifs. Claude Allègre les avait introduits à l'école. Aujourd'hui, on fait un bilan. Le progrès reste une réalité. Ce sont des outils du progrès. Est-ce que pour autant, il peut y avoir quelques effets collatéraux négatifs ou qui permettraient de repenser la chose différemment? Écoutez, oui, d'après moi, alors c'est intéressant parce que Claude Allègre, ça date. Au fond, il y a eu dès les années 2000 un enthousiasme avec l'avènement d'Internet et cet idéal d'une sorte de partage, que le virtuel, d'une certaine manière, serve le réel, aussi bien par des rencontres, par le fait que ça puisse fournir des informations qu'on n'aurait pas eues. Donc il y avait quand même cet idéal qui était nécessaire et tout à fait passionnant. J'en faisais partie, je découvrais moi-même le jeu vidéo. Je suis pas de cette génération, mais ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait une véritable rupture avec peut-être un rapport très classique que l'on avait aux images, c'est-à-dire la télé. Au fond, le jeu vidéo, c'était
presque une contre-culture, c'est-à-dire je peux enfin jouer avec les images, peut-être comme elles se jouent de moi. Donc il y avait vraiment cette idée-là, et puis d'année en année, mon dernier livre s'appelle Les réseaux asociaux, quand même j'évoque pour moi une dérive très inquiétante où cette tendance est inversée, c'est-à-dire ce n'est plus le virtuel qui sert le réel, mais c'est l'inverse. À travers des mécaniques que certains appellent des dark patterns, donc ce sont des mécaniques assez perverses dont la vocation est que vous restiez le plus longtemps possible, que vous engagez pour des propos racistes, négatifs et autres. Donc ça, je dirais que toute cette tendance-là complotiste, toute cette question-là a tendance finalement à faire que on se retrouve à penser que, et souvent malheureusement pour des raisons purement économiques, l'éthique de la plupart des grands patrons de la tech est à revoir. Ce sont pour moi des personnalités dont la seule vocation c'est de nourrir un petit peu nos failles. Voilà, donc j'ai malheureusement tendance à penser que on peut après discuter des réformes dernièrement d'Emmanuel Macron, mais oui, il y a quelque chose à faire et à agir pour, d'une certaine manière, assainir la tendance un petit peu mortifère qu'on a de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur d'autres domaines qui, je trouve, deviennent inquiétants. Michael Stora, est-ce que lorsqu'on parle d'addiction numérique, c'est une réalité quasiment pathologique? Est-ce que c'est dû au fait que c'est inhérent, j'allais dire, au numérique, au digital, le fait qu'il y ait une addiction, c'est-à-dire qu'on est pris, on est captivé, voilà. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a parallèlement une baisse du niveau culturel sur la lecture, sur le scolaire, qui fait que finalement c'est un outil de communication et de développement beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, donc plus addictif? Alors moi, je vous parle en tant que psychologue clinicien qui, depuis maintenant 15 ans, reçoit des jeunes avec des problématiques d'addiction, puisque quand même, il faut préciser que la seule addiction au virtuel reconnue pour le moment par l'OMS, donc il y a à peu près 2 ans, c'est l'addiction aux jeux vidéo en ligne, avec un critère très précis qui est la rupture de tous les liens sociaux pendant à peu près 6 mois minimum. C'est votre constat également de praticien ou non? Écoutez, disons, moi, ça va même plus loin, puisque j'ai créé une structure spéciale qui s'appelle l'École des héros, où je soigne ces jeunes. Et vous savez, donc ce sont des jeunes que les Japonais ont appelés les hikikomori. Il s'avère qu'il y en a de plus en plus. Et à l'inverse de ce que l'on croit, ces jeunes sont tous des HPI, troubles du spectre autistique de très haut niveau. Au fond, ils ressemblent étrangement à des personnalités comme Mark Zuckerberg, Elon Musk, et même Bezos, et comme même Bill Gates. Ce sont des personnes qui sont un petit peu ce que, d'ailleurs, Le Figaro, il y a bien longtemps, avait dit la revanche des premiers de la classe. Tout à fait. Au fond, ce sont des gens qui ont vraiment des particularités. Alors, c'est pour ça que, après, l'addiction aux réseaux sociaux n'est pas encore reconnue par les instances internationales psychiatriques. Mais est-ce qu'on est tous armés, est-ce qu'on est tous armés intellectuellement face à cette addiction? Vous êtes en train de parler de cas particuliers avec un développement psychologique très particulier. Est-ce que tous les cortex sont armés de la même façon pour se protéger, ou il y en a d'autres qui vont être plus facilement victimes, plus facilement imprégnables? Alors, ce qu'il y a, c'est que, c'est très compliqué votre question, parce que finalement, vous savez, au fond, on se rend bien compte que cette tendance à vouloir nous donner des récompenses à travers ces fameuses petites décharges de dopamine, il y en a tellement par jour, qui fait que le monde réel devient de plus en plus fade, que pour un élève, suivre un prof qui parle pendant 2 heures devient de plus en plus compliqué. Donc oui, on commence à peut-être penser qu'il y aurait des véritables corrélations entre des pratiques excessives. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des pratiques excessives ou problématiques, voire addictives? Tout le monde n'est pas égal. Et là, on n'est pas tant dans des problématiques purement neurophysiologiques, mais aussi dans les problématiques d'une histoire psychique. Ça veut dire que moi, tous les parents qui viennent avec leurs ados pour des problématiques de cet ordre, j'ai presque envie de vous dire, l'écran fait écran, c'est-à-dire que quand on pousse le curseur de l'entretien, eh bien, on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes au sein de la cellule familiale et que ce refuge que va être les réseaux sociaux, les écrans, c'est une manière d'éviter
quelque chose d'une souffrance psychique. Je vous parle en tant que psychologue. En tout cas, donc, vous dites que ça se soigne. Vous dites ça se soigne, ça peut se soigner. Oui, bien sûr, tout se soigne psychiquement. J'ai envie de vous dire, même malheureusement, des pathologies comme la psychose, on peut les soigner. Donc après, bon, comme vous le savez peut-être, mais là, ça dépasse la question du virtuel, c'est qu'il y a une problématique de moyens. Et donc souvent les politiques, là, par exemple Macron, finalement fait un raccourci en pensant que les jeux vidéo, les réseaux sociaux sont la cause de tous les maux, mais non. Il faudrait aussi peut-être investir dans plus de moyens dans le domaine de la santé mentale, surtout chez les jeunes, qui, comme vous le savez, s'est aggravé. Vous êtes en train de nous dire, finalement, le numérique, l'addiction numérique, elle a le dos large, ça permet de lui refourguer toutes les carences, toutes les défaillances, toutes les irresponsabilités, j'allais dire des pouvoirs publics, d'éducation nationale. Allez, on met ça sur le dos du numérique et c'est réglé. Voilà, et complètement, pour dire les choses de manière raccourcie, oui, je crois qu'il y a une tendance, même si ce que j'ai tenté de vous dire, c'est qu'il y a des techniques de captation de l'attention qui sont diaboliques, qui fait que même nous adultes, puisque selon la revue Wired, qui est une grande revue geek américaine, les plus connectés, ce sont les 35-49 ans, à l'inverse de ce que l'on croit. Et donc, finalement, nous-mêmes sommes parfois piégés. Je sais que beaucoup de vos collègues journalistes, en tout cas à l'époque, étaient totalement addicts à Twitter. C'est clair. On le sait. C'est clair. Donc c'est vrai qu'on voit bien que, qu'est-ce que ça vient dire de cette forme d'anxiété, du fear of missing out? Est-ce que c'est notre société qui fait qu'on est dans une telle course à la performance, à la réussite, qu'on en est prêt à oublier peut-être la question de l'ennui, du temps qui passe? Et c'est vrai que moi, en tant que psychanalyste, je suis en quelque sorte un résistant. Parce que, comme vous le savez, le psychanalyse, ça dure. Tout à fait. Pour utiliser des grandes phrases, est-ce qu'on est confronté à un vrai risque de mainmise des GAFAM sur notre civilisation, sur notre façon de vivre, de penser? Est-ce que Big Brother est en train de revenir une relative réalité? Écoutez, c'est très vertigineux, mais je pense que oui. Je pense que la vocation, et puis ils ont des tels moyens, que oui, vous n'évoquez pas l'IA, mais tout le travail qu'on est en train de travailler sur la question de l'IA et de l'éthique et de ce qui est en train de se passer pour nos contemporains et devient de plus en plus inquiétant. Donc oui, il y a une tendance à faire que les GAFAM veulent finalement avoir une mainmise. Alors certains ont théorisé ça sur les techno-réactionnaires, etc. Donc Asma Mala, entre autres, qui a pas mal travaillé sur ces sujets-là d'un point de vue politique. Et on est en train de... Oui, et c'est vrai que la question, c'est à un moment comment créer des îlots de résistance, comment peut-être pour certains retrouver une pratique un petit peu plus nationale, la souveraineté, vous savez, numérique. Donc il y a des vraies questions, tout n'est pas fermé, parce que j'aimerais quand même avoir une phrase un peu positive, c'est qu'on est en train de remarquer que les Gen Z, donc post-2000, sont en train de lâcher les réseaux sociaux. Alors justement, une ordonnance, docteur Stora. Est-ce qu'on peut revenir au père Goriot, à Marcel Pagnol, peut-être à des auteurs plus contemporains? En gros, est-ce que la lecture, réinciter les jeunes à relire, ça n'empêche pas de couper avec le numérique? Est-ce que la bonne vieille lecture scolastique de notre école est une des solutions pour éviter qu'il y ait des dégâts trop violents? Non, je ne crois pas. On va dire, j'ai été moi-même d'une génération où il y avait le père Goriot. C'est pas forcément cela qui me passionnait le plus, je me permets de donner mon avis. Mais c'est vrai que j'ai découvert les mois amoureux en lisant Premier amour de Tourguenieff, alors que beaucoup de jeunes actuellement, depuis un moment, regardent les Marseillais par identification, pour penser que c'est ça l'amour. Donc c'est vrai qu'il y a un manque peut-être de poésie, d'accès ou de désir culturel, même si il ne faut pas généraliser totalement. Ce que par contre, pour revenir à la question du numérique, oui, la solution, oui, bien sûr. Je pense que oui, l'école, le collège et le lycée ont un vrai travail à mener en termes d'éducation numérique. Les parents eux-mêmes sont dépassés. Moi, je peux vous dire, je rencontre beaucoup de parents totalement épuisés d'autant d'injonctions. Et donc, c'est vrai que finalement, il faudrait que le collège-lycée, et je pense qu'en effet, pourquoi pas organiser des groupes de réflexion. Vous savez, les adolescents adorent qu'on s'adresse à eux comme un adulte en devenir. Oui. Ils aiment beaucoup pouvoir donner un avis, un point de vue sur le monde et la société,
souvent on les ramène qu'à une position scolaire. Je pense que non, il faut que l'école puisse aussi... Oui, tout à fait, s'ouvrir à l'éducation numérique. Tout à fait. Merci, Michael Stora, pour votre témoignage, et je n'hésiterai pas à faire appel à vos compétences, parce que je pense que ce dossier n'est pas clos. Bonne journée. Au revoir. Vous restez avec nous parce que je vais recevoir Charles Millon, personnalité historique de la politique française, qui va nous parler. Est-ce que oui ou non, l'union des droites, qui lui a coûté si cher quand il a été président du Conseil régional Rhône-Alpes, est-ce que l'union des droites est aujourd'hui quelque chose de concevable sans se faire lyncher? Et vous restez avec nous et vous appelez Emmanuel Galasso au 0826 300 300. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Je reçois Charles Millon. J'ai l'honneur de recevoir Charles Millon. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'être dans les studios de Sud Radio. Vous êtes une haute personnalité politique et historique, parce que vous avez eu 80 ans au mois de novembre dernier. Donc, vous avez du recul avec de l'expérience. Vous avez vécu beaucoup de choses. Vous avez été controversé. Le thème principal aujourd'hui de votre intervention ici, c'est l'union des droites. Vous l'avez expérimenté en 1998, quand vous avez été réélu à la présidence de la région Rhône-Alpes, avec le soutien à l'époque du Front National, et c'était monsieur Bruno Gollnisch qui le représentait, et vous avez été à l'époque lâché, insulté, je reviendrai dessus parce que j'ai un témoignage personnel à apporter. Et puis aujourd'hui, cette union des droites, elle revient, vu le blocage institutionnel et politique à l'Assemblée nationale consécutif à la dissolution, la droite française, qui est large dans sa diversité, est en train de se dire, et si, par un accès de folie, on se rassemblait pour essayer de sortir ce pays et cette république du merdier dans lequel ils se sont posés. Je rappelle votre très modeste parcours, D'abord, votre mandat préféré, vous avez été maire de Belley, votre ville natale, pendant 24 ans, de 77 à 2001. Vous avez été député de l'Ain. Moi qui suis amateur de terroir, je parle de la Bresse et du Bugey, de 78 à 2001, 23 ans député. Donc vice-président de l'Assemblée nationale, président du groupe UDF, où vous avez joué un rôle très important dans les compositions gouvernementales quand la droite était au pouvoir, ministre de la Défense de Jacques Chirac, ministre très efficace de l'addition. Vous êtes allé en Israël dans les gouvernements Juppé 1 et Juppé 2, donc de 95 jusqu'à 97, jusqu'à la dissolution, mais surtout le mandat le plus polémique que vous avez assuré, c'est celui de président de la région Rhône-Alpes, puisque l'Ain fait partie de la région Rhône-Alpes, je rappelle les Alpes, tout ça, toute la vallée du Rhône, et de 1988 à 1999. Mais le dernier réélu en 92, mais en 98, nouvelles élections, et là, dans 4 régions, la droite s'associe au Front National. Il y avait Charles Bord en Picardie à Amiens, Jacques Blanc à Montpellier dans le Languedoc-Roussillon. J'avais couvert personnellement celle de Jean-Pierre Soisson en Bourgogne, à Dijon, avec des claquements de pupitres. Et vous étiez en Rhône-Alpes et vous décidez que vous allez faire une majorité avec le soutien du Front National. Et là, vous êtes rejeté, lynché, l'UDF vous expulse et vos amis vous lâchent. Ça a été, on va revenir, ça a été aujourd'hui il y a du recul, ça a été violent et douloureux de se faire traiter de salaud comme ça. Oui, ça a été violent et douloureux, mais il faut d'abord rappeler une chose, c'est que l'opinion est quand même versatile, car je n'ai pas vu une même violence pour la collaboration qu'avait instaurée Jean-Claude Gaudin dans le mandat précédent avec le Front National. Là où vous lui avez rien dit. Il a géré sa région tranquillement et aucune force politique, aucun média ne lui a reproché. Il a vécu sa vice-présidence et en plus après il a continué en fait sa vie politique. Sauf que le Front National de l'époque n'était pas encore dédiabolisé comme l'est le Rassemblement National aujourd'hui. C'était pas Marine Le Pen et Bardella, c'était la vieille garde avec Jean-Marie Le Pen à la présidence du parti. Exactement. Et des gens comme Gollnisch, Martinez, Hollindre, voilà. Vous aviez pris un peu plus de risques dans cette collusion politique avec des gens qui étaient considérés comme infréquentables. Je pense qu'il n'y a personne d'infréquentable en politique. Et d'ailleurs, la gauche le dit continuellement en parlant de M. Mélenchon. Donc, elle devrait aussi réfléchir lorsqu'elle traite d'autres personnes d'infréquentables. Donc, il y a des électeurs qui choisissent des élus, et après on débat, et après on choisit les orientations, et après on choisit les votes, et après on met en œuvre la politique que les électeurs ont souhaitée. Et d'ailleurs, les électeurs sont en train de le dire d'une manière très claire.
c'est pas par hasard que le Front National a de pareil score aujourd'hui. Le RN aujourd'hui. Le RN d'aujourd'hui est de pareil score. Or, les électeurs sont en train de dire, vous n'avez pas le droit de détourner nos choix. Et à partir de ce moment-là, bien, on n'est pas obligé d'accepter les idées de l'autre. On doit négocier, on doit se rencontrer, évoquer les problèmes de la région, évoquer les solutions à apporter, et ensuite les mettre en œuvre, sans être obligé de renier ses convictions profondes, ce que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais renié mes convictions profondes. Donc, à l'époque, vous considériez que le Front National était déjà dans l'arc républicain. C'est un parti légal. Pour moi, il n'y a personne qui est hors de l'arc républicain. C'est une invention politique pour pouvoir, en fait, rester au pouvoir à tout prix. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas rester au pouvoir, on trouve des techniques. D'ailleurs, il y a d'autres techniques. Il y a la technique de nommer des hauts fonctionnaires qui vont enfermer, en fait, la France dans des choix politiques que l'électeur, maintenant, conteste. On s'aperçoit qu'on nomme rapidement, à la fin d'un mandat, un président de la Cour des comptes, qu'on est en train de réfléchir à comment remplacer le gouverneur de la Banque de France, comment on est en train d'étudier telle ou telle chose pour telle ou telle grande administration, et que par ce fait-là, on est en train d'essayer déjà de voler par avance le choix des électeurs des années qui viennent. Donc vous partez du principe que si un parti politique est reconnu en préfecture, au ministère de l'Intérieur, comme un parti, j'allais dire, de la vie démocratique française, il a le droit de respect des autres partis. Je l'ai écrit dans un ouvrage que j'ai écrit à l'époque, qui s'appelle La paix civile, où si véritablement on considère qu'un parti est infréquentable, on l'interdit. D'ailleurs, l'Allemagne a interdit en 1945 le parti... Les résurgences du nazisme, absolument. Le parti nazi. Les États-Unis ont interdit à une époque le parti communiste parce qu'ils considéraient que c'était un parti qui était dangereux pour la République américaine. On peut interdire un parti avec que ce soit la grande majorité du peuple qui le décide, mais s'il n'est pas interdit, si on lui permet d'aller aux élections, à partir de ce moment-là, il est fréquentable. On n'est pas obligé d'accepter ses idées, on n'est pas obligé d'accepter ses analyses, on n'est pas obligé d'accepter ses propositions, mais on en débat. C'est l'électeur qui choisit entre les partis qui se présentent et qui ont le droit de se présenter aux élections. Et sans remonter à Mathusalem, le président Daladier en 1939 interdit le Parti communiste parce qu'il y avait eu le pacte germano-soviétique. Et pourtant le Parti communiste représentait une grande partie de la gauche française. Il a été interdit. Il a même essayé d'obtenir la publication de l'Humanité. Jacques Duclos a demandé à Otto Abès de le faire. Et puis on se souvient que Déa et Doriot étaient de militants de gauche et que Pierre Laval, président du Conseil, avait été un ancien militant socialiste. Comme quoi tout ça est très relatif. Soyons très prudents sur les anathèmes que l'on peut jeter sur les uns ou sur les autres. Charles Millon, on revient à l'actualité. Il y a quelques semaines, le président Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, du fond de sa cellule, lance, c'est pas l'appel de cochon de Jacques Chirac de 76, il dit, et si on réfléchissait sérieusement à l'union des droites, parce que le pays est ingouvernable, la dissolution a disloqué les institutions et la représentation nationale. Est-ce que l'union des droites ne serait pas la solution que les Français attendent pour sortir le pays de ce merdier, passez-moi l'expression, dans laquelle on s'est plongé? Vous y croyez Moi, j'y crois totalement. Je pense qu'il est tout à fait possible de se mettre d'accord sur un certain nombre de réformes qu'on doit engager, de faire d'abord une analyse claire de la situation. Et je pense que cette analyse est partagée aussi bien par des gens qui sont au Rassemblement National, que des personnes qui sont à LR, que des personnes qui sont même à gauche. Il suffit actuellement de relire toutes les analyses sur la France qui sont faites par Nicolas Bavrez ou par le président de la BPI pour constater que j'allais dire l'inventaire est fait et qu'il faut maintenant y répondre par des réformes. Vous n'êtes pas décliniste, hein? Vous n'êtes pas décliniste. Non, je ne suis pas décliniste. Je pense qu'il y a toujours la possibilité, en fait, de se redresser, et que la France l'a démontré d'ailleurs dans son histoire. Mais que là, aujourd'hui, je dis arrêtez de faire des querelles partisanes, arrêtez de faire des querelles tactiques, occupez-vous du fond et proposez
aux Français, aux citoyens français, une voie qui leur permettra demain de voir le sursaut de leur pays, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit dans le domaine de l'autorité, dans le domaine de l'organisation du territoire, dans le domaine aussi de la sécurité au sens propre du terme, puisque notre pays est aujourd'hui un des pays les plus insécures de l'Europe. Si ce n'est qu'à votre époque, la droite modérée était majoritaire, et s'il y avait une union des droites, la mouvance, le péniste, était minoritaire. Aujourd'hui, s'il y a une union des droites, c'est le Rassemblement national qui mène la danse, et c'est eux qui sont au leadership, et c'est la droite dite républicaine qui serait à la traîne d'une situation d'union des droites. Exactement. D'ailleurs, il leur arrive ce qui était probable, parce qu'en fait, l'électeur refuse qu'on lui vole ses choix. Et les électeurs ont mis en œuvre toute une méthodologie depuis un certain nombre de scrutins, j'allais dire, pour pouvoir insister sur les choix qu'ils avaient faits. Et de plus en plus, on a vu en fait j'allais dire la droite libérale, incapable de mettre en œuvre ces réformes parce qu'elle subissait l'oukase de la gauche, et que chaque fois que la droite faisait un pas vers le RN, immédiatement la gauche la poursuivait de ses injures, et que la droite libérale était paralysée. Je lui dis: ne soyez pas paralysés, vous êtes des représentants du peuple, vous allez travailler avec les autres représentants du peuple, quelle qu'ils soient leur origine. Quand moi, à la région, je faisais voter une partie de mon budget par les communistes qui étaient d'accord sur un certain nombre de réformes, personne ne venait me le reprocher. Quand à la région, je faisais voter un certain nombre de réformes par les écologistes, quand on mettait en œuvre les parcs régionaux, etc., personne ne venait me le reprocher. Et comme par hasard, il fallait repousser en enfer à l'époque le Front National, aujourd'hui le RN, et ne pas prendre en réalité les choix qu'ils faisaient, ou j'allais dire, même les analyses qu'ils émettaient, voilà. Vous êtes bien sur Sud Radio. Perico Légas reçoit Charles Millon dans un débat à bâton fleuri, c'est l'expression que j'aime utiliser, parce qu'on va au fond des choses et on parle vrai. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300, nous débattons sur la possibilité d'une union viable des droites. Charles Millon répondra à vos questions. Je suis sûr que vous êtes concernés, qui que vous soyez. Est-ce que l'union des droites aujourd'hui, est-ce qu'il faut casser le carcan des vieux tabous et envisager cette solution pour sortir le pays du marasme dans lequel il a été plongé? Et Emmanuel Galasso prendra vos appels. À tout de suite. Maud Koffler. Nous recevons Charles Millon, ancien ministre, ancien président de la région Rhône-Alpes, qui a été au cœur du débat politique français, malgré ses hautes responsabilités. Il a été bousculé parce que le premier, avec d'autres présidents de région, il a estimé qu'un arc républicain à droite était légitime, et d'autres ne l'ont pas entendu comme tel. Pour revenir à l'actualité, Charles Millon, lorsqu'il y a la dissolution de l'Assemblée nationale en juillet 2024, la réponse, j'allais dire, d'une partie de la classe politique, de la droite et de la gauche, c'est d'inventer le Front républicain. C'est-à-dire, on dit aux électeurs, nous nous rassemblons pour les élections législatives, de façon à éviter l'élection d'un nombre trop important de candidats du Rassemblement national, mais on oublie de leur dire, tout de suite, dès le lendemain de l'élection, on sort les couteaux et on ne fait rien ensemble, on ne construit rien. On appelle ça une forfaiture politique. Oui, c'est un mensonge, un vrai mensonge. Et d'ailleurs, les électeurs commencent à le savoir, ils le constatent, et c'est la raison pour laquelle le Rassemblement national continue en fait à sa montée dans les sondages, parce que les électeurs ne comprennent pas qu'on puisse mentir de cette manière-là. Et je le dis à mes amis de LR, on va pas voter avec la gauche parce qu'on a peur du LR. On s'allie avec les gens qui partagent les mêmes convictions sur un certain nombre de sujets, même si sur certaines analyses, on peut avoir discussion, on peut même avoir opposition. Mais ça a été, à mon avis, très grave ce qui s'est passé, parce que les électeurs ont fait un choix au premier tour, et on a organisé au deuxième tour le détournement des voix, puisque on a vu en fait une alliance entre LFI et LR pour empêcher le RN d'être élu.
pour empêcher en fait une alliance avec le RN. C'est là en fait un scandale démocratique. Je fais toujours une définition très précise. Il y a des électeurs républicains et macronistes qui ont voté pour des électeurs de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, et il y a des électeurs de la France Insoumise pro Jean-Luc Mélenchon qui ont voté pour des candidats des républicains et de la Macronie. Ces gens-là, quand vous leur parlez aujourd'hui, ils vous disent on ne m'y prendra pas deux fois. On s'est fait largement avoir, ça n'a servi à rien. Total, il y a un chaos politique total. Alors que vous estimez que... Moi, je ne crois pas à leur phrase « on ne nous reprendra pas ». Parce qu'en réalité... Ils voteront, vous pensez ? Mais non, mais on a Je parle des électeurs. On a vu, durant ces derniers mois, combien les parlementaires étaient attachés à leur mandat. Quand ils refusaient, en fait, de voter la censure ou de refuser un texte parce qu'ils avaient peur de la dissolution. Et qu'ils avaient bien... Donc, c'était bien une peur qui les concernait eux-mêmes, qui les amenait à prendre à faire un geste politique. On leur demande pas de faire des gestes. Non, mais je vous parlais des électeurs. On demande de faire des gestes pour la Charles Millon, je vous parlais des électeurs qui ont accepté en se pinçant le nez de voter pour un parti auquel ils ne croyaient pas. Ces gens-là nous disent aujourd'hui, moi je ne me ferai pas avoir une deuxième fois, bien entendu. Charles Millon, vous avez été président de la région Rhône-Alpes, riche d'un très grand patrimoine agricole. La vallée du Rhône, les arbres fruitiers, les Alpes avec l'élevage, la montagne. Nous avons justement une agricultrice, une éleveuse, Pauline Marre. Elle porte un patronyme symbolique puisqu'elle en a marre. Elle est plus que marre. Elle est au bout du rouleau. Elle a lancé un message qui nous a interpellés, un cri de détresse énorme. Je voudrais qu'on l'écoute et puis, en tant qu'homme politique, vous nous direz ce que vous pensez du sort que aujourd'hui on réserve à l'agriculture. Pauline Marre, vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Bonjour Pauline Marre, on a écouté votre message. Bon, vous savez que c'est un sujet qui me touche depuis toujours. J'ai eu les yeux embués en vous entendant parce que j'ai senti que du fond du cœur et du fond de vos tripes, vous lanciez un cri de désespoir. Hein, le dernier cri avant la fin. Vous en êtes toujours à cette conclusion que vous êtes au bout du rouleau ? Alors aujourd'hui, il y a quand même une superbe solidarité qui nous a bien entourés. Voilà, les gens nous entourent. Évidemment. Tout ce qui est les acteurs de notre vie agricole, donc la MSA, le Crédit Agricole, voilà, ils sont tous autour de nous. Après, aujourd'hui, il y a un peu cette pression médiatique qui est pas facile, je vous avoue, mais parce que ça a divisé un peu aussi dans nos familles. Ah, c'est vous qui l'avez suscité pour de bonnes raisons, oui. Et tant mieux quelque part. Exactement. Mais je m'attendais pas à ça. Hein. Sincèrement, je m'attendais pas à cette ampleur-là. Mais du coup, ça m'a redonné foi, ça m'a redonné l'envie de me battre. Et c'est vrai que notre métier, c'est toute notre vie, quoi. C'est une passion et on n'a vraiment pas envie, on a vraiment très peur de le perdre. Pauline, c'est un sujet qui touche les Français, qui nous passionne, et on sait que l'avenir de l'agriculture est tout simplement l'avenir de la France. Et le jour où on n'aura plus de paysannes et de paysans, on n'aura plus de pays. Vous vous trouvez où exactement ? Votre exploitation agricole se trouve à quel endroit ? Alors nous, on est tout en haut du Chablais, dans les hauteurs au-dessus de Thonon. On est à Bellevaux, ça s'appelle, donc c'est une petite commune. Élevage ? On est en élevage bovin et caprin. Combien de têtes ? Alors on a 27 vaches et on a une cinquantaine de chèvres. Quelle race ? Des tarines, des abondances ? Alors on est en AOP abondance pour notre livraison de lait, donc pour le fromage. Donc on a des tarines, des abondances, des Montbéliardes. Et puis moi en chèvre, je suis pas en AOP, donc je suis un peu sur plein de races différentes. Quel est le drame ? Quelle est la nature de votre drame ? Qu'est-ce qui vous arrive concrètement ? Eh ben concrètement, cette ferme, elle a déjà 14 ans, donc c'est mon mari qui l'a instaurée. On s'est rencontrés pendant l'année du Covid et on a décidé de s'installer ensemble en GAEC. Et juste avant ça, on a fait une demande d'agrandissement de bâtiment. Donc forcément, ça a suscité un prêt à l'époque au Crédit Mutuel. Et la ferme était déjà avec quelques dettes, mais rien de transcendant. Mais tous les prix ont augmenté avec le Covid, ça vous le savez très bien. Bien sûr. Et puis, ce prêt, normalement, quand on construit un bâtiment agricole, comme là, on allait mettre les chèvres dedans, et ils sont censés nous laisser 1 année, voire 2 ans, sans prélever de mensualité. Le Crédit Mutuel a refusé. Et en fait, c'est là où la descente aux enfers a commencé. C'est-à-dire que ça nous a repoussé les échéances parce qu'on pouvait pas les payer. On était en découvert, donc on a payé des agios. Et en fait, ça a fait une grosse boule de neige qui a continué sur 1 an et demi. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, les agios, c'est plus possible.
Donc, on va payer la banque en premier, et puis les fournisseurs attendront. Comme on dit, vous êtes pris à la gorge. Vous êtes prise à la gorge. Voilà, ça a été particulièrement compliqué. Je pensais m'en sortir, et puis finalement, je me rends compte qu'en fait, c'est un peu comme un ressort. C'est-à-dire que on arrive à payer quelques trucs, et puis finalement, il y a 15 000 factures qui arrivent derrière, et on se la traîne, et c'est compliqué d'avancer parce que c'est pas l'avenir qu'on veut, c'est certainement pas l'avenir qu'on veut pour notre fils. Vous en voulez à qui, précisément? Sincèrement, je vais vous dire au Crédit Mutuel déjà en premier lieu. Donc au système bancaire. Oui, au système. Oui, alors aujourd'hui, on est avec le Crédit Agricole pour tout le reste, et ils sont vraiment d'une aide énorme, heureusement. Soutien du syndicat. Vous avez eu le soutien du syndicalisme agricole en général ou très peu? Absolument pas. Rien. J'ai fait appel, mais je leur ai demandé, et apparemment l'histoire n'était pas assez intéressante, je crois. Charles Millon, vous écoutez l'intervention, le témoignage de Pauline Marc, qui est parmi des milliers, peut-être des dizaines de milliers, selon les cas de figure. Vous avez été à la tête de cette région. Vous pensez qu'en matière de politique agricole, la France a fait n'importe quoi, n'importe comment? La France était une grande puissance agricole. C'était un pays qui était autosuffisant. C'est un pays qui a poursuivi la souveraineté, qui a conservé la souveraineté alimentaire durant des décennies. Et aujourd'hui, suite à des politiques hasardeuses, on a vu en fait l'agriculture française ne plus être respectée comme elle aurait dû être. Je le dis tout à fait solennellement à votre antenne, que je crois qu'il faut réfléchir à une garantie de la souveraineté alimentaire totale. Il y a un pays qui est juste à côté de la région de Madame, qui est la Suisse, qui le fait depuis des années, et on voit les agriculteurs qui ont un revenu descendre dans ce pays, on voit les agriculteurs qui sont en même temps les gardiens des paysages, on voit des agriculteurs qui participent à la vie nationale et qui permettent à ce pays, la Suisse, d'être souverain sur l'angle alimentaire. Je pense que la France doit pouvoir le faire, même à l'intérieur de l'Europe, et qu'elle l'a fait, puisque à un certain moment il y a eu des crises. La France a surmonté ces crises en ayant des politiques même assez, j'allais dire dures, puisque c'était la politique de la chaise vide. C'est ainsi qu'on devrait protéger nos agricultures. Il n'y a pas de pays sans paysans. Il n'y a pas de pays libre sans une souveraineté alimentaire garantie. Il n'y a pas un pays qui est riche en paysages, qui soit un pays, j'allais dire, harmonieux, sans qu'il y ait en fait des paysans qui s'occupent de cette harmonie. Et c'est la raison pour laquelle je dis à madame qu'il y a des hommes politiques, il y en a un certain nombre qui pensent ainsi. J'ai eu une majorité à la région durant presque 10 ans, qui a soutenu des filières, ça s'appelait les filières du développement de l'agriculture. On a soutenu un certain nombre de cultures, on a soutenu un certain nombre d'élevages, et on permettait à ces gens-là de toucher des subventions s'ils faisaient un projet agricole. Ceci s'est continué assez longtemps, et je souhaite que le gouvernement français sache, et à Bruxelles et dans les régions, prendre des positions telles qu'on puisse garantir en fait un vrai revenu à nos agriculteurs, qu'on puisse garantir une vraie souveraineté alimentaire, et à partir de ce moment-là, la France redeviendra une grande puissance. Nous débattons des enjeux agricoles avec Charles Millon, dont le témoignage a été éloquent, et nous avons Pauline Marc, agricultrice, éleveuse, qui est en détresse. Mais je crois comprendre que la solidarité agricole, et peut-être la solidarité sociale et citoyenne, va peut-être faire en sorte, chère Pauline Marc, que vous connaissiez des jours meilleurs. Vous restez avec nous sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300, Emmanuel Galasso prendra votre appel, et si vous avez envie de poser des questions sur l'actualité, sur les réalités, sur la droite, sur la gauche, sur ce que la République va devenir, Charles Millon, qui est un grand expert, parce que c'est devenu un sage, répondra à vos questions avec pertinence et courage. À tout de suite sur Sud Radio. Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler.
Nous recevons Charles Millon, ancien ministre de la Défense, ancien président du Conseil régional Rhône-Alpes, qui a été, j'allais dire, l'initiateur de l'Union des droites, même si à l'époque ça lui a valu quelques colibés et des anathèmes d'une extrême violence. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il était tout simplement visionnaire. Charles Millon, on recevait à l'instant Pauline Mar, cette agricultrice de Savoie, que on remercie pour son témoignage, hein, et on suivra son dossier. Pauline Mar, je vous le dis, voilà, on vous rappellera parce que je veux savoir exactement comment se finit cette situation, et votre courage mérite d'être salué. Ça a suscité chez Charles Millon la réflexion de protège-t-on vraiment notre agriculture? Vous avez mis le protéger, donc on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que, oui ou non, on peut légitimement parler aujourd'hui de protectionnisme utile et nécessaire pour l'Europe et pour la France? Est-ce qu'il faut un protectionnisme qui redonne son sens à l'Europe, la préférence communautaire? Et surtout, est-ce que la France a le droit de protéger sa souveraineté alimentaire avec des moyens politiques clairs, nets et précis? Bien évidemment. Il suffit de voir en fait comment cela se passe, par exemple. Vous parlez de la Suisse, voilà, tout à fait. En Suisse, comme je viens de le dire. Mais d'autres pays européens aussi, hein, se protègent. Dans tous les pays européens actuellement, il y a un certain nombre de gouvernements qui ont mis en œuvre ce type de démarche. Et je pense que la France doit le faire d'une manière urgente. D'ailleurs, l'urgence est telle que le président de la République vient de renoncer à son libre-échangisme systématique qu'il a défendu jusqu'à ces derniers mois, puisqu'il était un partisan du Mercosur, et s'il a renoncé à soutenir la signature du Mercosur, c'est suite aux manifestations unanimes de tous les syndicats agricoles français, qui est aussi au soutien de toute la population française. Et pourquoi la population française soutient ces agriculteurs? C'est non seulement parce qu'ils sont attachés à ces familles d'agriculteurs qui travaillent sur nos terres, mais aussi parce qu'ils souhaitent que notre pays puisse, en face d'une crise, être souverain, c'est-à-dire puisse résoudre ses propres problèmes sans être obligé d'obéir à l'étranger, avec l'étranger. Donc je suis favorable à une politique de protection, oui, avec des tarifs extérieurs communs au niveau européen, mais aussi au niveau national, de pouvoir protéger certains secteurs que nous considérons comme vitaux pour notre pays. Charles Millon, vous ne trouvez pas qu'il y a certains mots, certains termes qui étaient interdits par le politiquement correct et que nos dirigeants aujourd'hui, président de la République en tête, utilisent? Protectionnisme, enfin plusieurs, souveraineté, tout ça. Vous passiez pour un affreux xénophobe, un réactionnaire. Voilà, aujourd'hui, ce sont des thèmes qui ont été récupérés par cette classe politique qui leur a marché dessus, et maintenant ils en font leur cause. Je vais vous dire pourquoi. Hein. C'est tout simple. Hein. Il y a des élections dans un an. Ah. Ils ont compris que les électeurs, eux, ne partageaient pas leur opinion. Et à partir de ce moment-là, comme ils ont envie d'être élus pour siéger à l'Assemblée nationale ou pour siéger à l'Élysée, eh bien à ce moment-là, ils changent. Et le président de la République est la girouette type. D'ailleurs, il faut le regarder. Il change d'opinion en fonction, en réalité, des échéances ou des mouvements de population ou des mouvements de réflexion qui sont menés dans le pays. Donc la lucidité et le courage politique reviennent au fur et à mesure que se rapproche le jour du scrutin. Charles Millon, nous avons Henri qui nous appelle de Biarritz, auditeur de Sud Radio. Bonjour Henri. Bonjour Perico. Petite question préalable. Quel temps avez-vous aujourd'hui à Biarritz? Parce qu'il fait toujours beau au Pays Basque. Il fait 20 degrés chez vous. et par contre, il va peut-être pleuvoir cet après-midi, mais il fait très bon. Ça restera un pays vert. Les agriculteurs basques sont contents parce que l'herbe est grasse. Henri, quelle question avez-vous envie de poser? Ou quelle remarque avez-vous envie de faire à Charles Millon? D'abord, je vous remercie parce que la Sud Radio est une radio qui alerte réellement sur tous les vrais problèmes que porte la France. Et aujourd'hui, nous en avons un. Et je voulais poser une question à Charles Millon concernant la PPE 3. Qui doit être signé par décret par un ancien de chez vous quand vous étiez donc encore en politique active. Rappelez-nous ce qu'est la PPE. Rappelez-nous, Henri, ce qu'est la PPE. La PPE, c'est si vous voulez, on va voter pour la programmation de l'énergie. Voilà. La programmation de l'énergie. Voilà. Et si vous voulez, en fait, avec l'Europe derrière. Mais néanmoins, on va nous mettre des milliards sur le dos et surtout, on va doubler le prix de l'électricité pour tous les citoyens français, alors qu'on peut avoir une indépendance totale. Et ce
ce que je ne comprends pas chez les LR, où vous étiez avant. UDF, il était UDF. Oui, enfin bon, ils ont gouverné ensemble. Mais en tous les cas, vous avez suffisamment de poids et vous avez suffisamment d'amis encore pour dire aux dirigeants des LR et du centre, tout ce que vous voulez, réveillez-vous, et vous ne pouvez pas laisser les Français sur le tapis, l'économie, car sans énergie, on n'a plus d'économie. On le sait. Et donc, je trouve que c'est scandaleux ce qui se prépare, en loose day, comme ça, par décret, vendredi. Eh bien, j'espère que, et Sud Radio, et vous le direz haut et fort, parce que on ne peut pas laisser signer ça. Charles Millon, la souveraineté, Henri soulève le problème vous parliez de souveraineté agricole, souveraineté énergétique, est-ce que c'est un enjeu essentiel? Mais cher monsieur, vous avez totalement raison, et je trouve scandaleux d'ailleurs que le gouvernement revienne sur ses engagements, car là aussi, on se rappelle des engagements des premiers ministres et des ministres qui ont expliqué, après que le constat a été fait, que l'Allemagne et les écologistes nous avaient mis en fait dans un corner en nous imposant les éoliennes, en nous imposant le démantèlement du parc nucléaire. Le démantèlement du parc nucléaire, parce que les Allemands étaient d'accord et d'autres agissaient aussi contre notre souveraineté énergétique. Donc aujourd'hui, après les promesses qu'ils ont faites, ils vont quand même pas en cachette signer en fait ce décret, et je souhaite qu'il y ait une vraie pression qui soit mise en œuvre au Parlement par toutes celles et tous ceux qui avaient pris des engagements pour qu'on retrouve notre souveraineté énergétique et qu'on permette à la France de profiter des efforts de nos anciens qui ont construit tout ce parc nucléaire qui nous permet d'avoir une énergie moins chère que les autres, et que pour une fois où on peut avoir une énergie moins chère que les autres, au moins qu'on en profite. Charles Millon, vous avez fait partie de la classe politique dominante au moment où la droite, qui est ensuite devenue l'UMP, mais vous en étiez plus, l'alliance entre les centristes, les giscardiens, les chiraciens. Vous étiez proche de Giscard d'Estaing, qui vous appréciait beaucoup. Vous avez eu des relations extrêmement proches et loyales vis-à-vis de Jacques Chirac, avec lequel vous avez ensuite eu des distances. Quand est-ce que commence, je sais pas que je vous demande des comptes, mais vous étiez aux affaires où vous participiez à la vie gouvernementale de la République à l'époque, quand est-ce que commence ce renoncement, cette imprudence où la France commence à perdre sa souveraineté dans bien des domaines? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'Europe, c'était le besoin d'ouvrir au marché mondial, c'était une forme de bien-pensance? Ouais, il y a plusieurs dates. Et je reconnais que j'avais peut-être pas la lucidité suffisante certaines fois, mais il y a d'abord l'élargissement. On a élargi l'Europe trop rapidement et on n'avait pas en fait posé les bases d'une véritable communauté. Car il ne faut jamais oublier que nos grands anciens avaient créé une communauté européenne. Ils n'avaient pas créé une Union européenne. La CEE. Ils voulaient en fait une communauté qui respectait et qui respecte les nations. Et que c'est le fait d'être passé à une union où on a commencé à rejeter, j'allais dire, les politiques nationales, qu'on a vu en fait un certain nombre de dérives. Et je le dis d'une manière très claire, je m'étais battu au moment du traité de Maastricht. J'avais obtenu le vote d'un certain nombre d'amendements au traité de Maastricht, que ces amendements ont été votés mais n'ont jamais été mis en œuvre, et qu'à partir de ce moment-là, la dérive vers une union qui soit plus étatique, qui ressemble d'ailleurs à une concentration du pouvoir par une commission qui n'est même pas élue, et qui a amené en fait les prises de décision qui aujourd'hui en fait sont repoussées par la majorité des Français et des Européens. Vous vous souvenez de l'admirable discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale. Vous siégez, vous êtes à l'époque le président du groupe EDF, qui est l'autre composante de la droite. Vous êtes aussi soucieux que Séguin de ce que le traité de Maastricht peut imposer comme méfait à la France. Pour autant, vous obtenez des garanties. Vous obtenez des garanties de la part du gouvernement socialiste de M. Bérégovoy qu'on préservera. Et Jacques Chirac, hypocrisie, pensait que vous alliez voter contre, vous étiez obligé de voter pour, parce que vous avez eu satisfaction, et il pensait que vous alliez voter contre, donc que le traité de Maastricht ne serait pas adopté par l'Assemblée nationale, que du coup le problème était réglé. Et il a été confronté à une réalité, le traité a été voté, et il a été obligé d'appeler à voter oui, parce qu'il disait que si on vote non, la porte de l'Élysée est fermée à quiconque s'oppose à l'Europe. C'est ce qui s'est passé? Exactement.
Qu'est-ce que vous en concluez aujourd'hui, que c'était un opportuniste? Je pense qu'on s'est trompé. On s'est trompé parce que il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas d'une Europe, j'allais dire communautaire. Ils veulent une Europe qui supprime les différences entre les nations, qui concentre le pouvoir à Bruxelles, qui voudrait faire en fait de l'Europe un pays unioniste, alors que il faudrait que ce soit effectivement une communauté de nations qui se respectent et qui respectent leurs propres traditions. L'ultra-européen que vous avez été, parce que vous l'avez été en conviction, je me souviens de vous, j'étais jeune, mais vous étiez passionné. Aujourd'hui, il faut la remettre totalement en cause. Peut-être pas sortir de l'Europe, mais il faut la repenser totalement. Je pense qu'il faut repenser totalement l'Europe. Il faut revenir à ce que voulaient en fait les pères de l'Europe. Les pères de l'Europe ne voulaient pas qu'on fasse une normalisation générale, ne voulaient pas qu'on fasse une union totale, ne voulaient pas que l'Europe s'occupe, j'allais dire, même de l'ouverture des bouteilles, puisque c'est maintenant l'Europe qui décide de savoir si les bouchons doivent rester attachés ou pas. Et de la peau du saucisson de Lyon, quelle nature. Et qu'il voulait en fait une Europe qui s'occupe de l'essentiel et non pas en fait de la vie courante qui doit rester même au niveau des régions pour un certain nombre de choses. Donc je suis un partisan du principe de subsidiarité et je dis aux auditeurs, je rappelle aux auditeurs ce que c'est, tout ce qui peut être fait au plus proche du citoyen, de la famille, du village, de la ville, doit rester au plus proche doit être fait au plus proche de la ville ou de la cité, et que tout ce qui peut être fait au niveau du département reste au niveau du département, et ainsi on remonte jusqu'au bout, et on n'a que l'essentiel qui reste en haut du pays. Et on ne peut déléguer cela à l'Europe que pour ce qui est de l'essentiel et non pas aujourd'hui de l'accessoire ou même de l'essentiel quotidien qui doit rester au plus proche. Ça s'appelle la démocratie, Charles Millon, ce que vous venez de définir. Non, ça s'appelle la subsidiarité, parce qu'il existe des démocraties centralisées, et moi je suis pour une démocratie qui soit respectueuse des communes, respectueuse des régions, respectueuse du citoyen, et que tout ce qui peut être fait au plus proche du citoyen reste au plus proche des citoyens. J'avais pas fini ma phrase. Je vais même prendre des exemples très concrets. Dans le domaine éducatif, je suis favorable parce que tout ce qui relève, j'allais dire, de l'éducation des enfants reste au niveau des communes, que si ensuite on remonte et on arrive aux universités qu'on laisse au niveau de la nation, et même dont on reconnaît l'autonomie pour pouvoir avoir une diversité. Vous savez, la démocratie, c'est le respect des citoyens, le respect de la personne. Je dis bien le respect de la personne, le respect de la vie. Troisièmement, c'est aussi le respect de la diversité, car c'est la diversité qui est la richesse de nos pays. Et enfin, qui permet les expériences, parce que l'homme ne sait pas tout, et que les lois ne sont pas pérennes, il y a des changements aussi au niveau de la technique, etc., et qu'il faut permettre des expériences pour ensuite peut-être les généraliser quand ils ont réussi. Le message est très clair. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Je reçois Charles Millon qui nous fait un décryptage extrêmement lucide et courageux de la situation. Vous nous appelez au 0826 300 300 et on continue à débattre de ce sujet passionnant. La France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Nous recevons Charles Millon, figure de la politique française, témoin d'une histoire de France depuis 50 ans à laquelle il a activement participé. Il reconnaît que peut-être sur l'Europe, il a péché par optimisme, mais qu'aujourd'hui, le moment est venu de redresser la barre. On parlait de subsidiarité très important. Je vous disais la démocratie, oui. Aujourd'hui, l'Europe est quelquefois un déni de démocratie, puisque le citoyen de base, les collectivités régionales, on se fait dicter par des gens qui ne sont pas élus à Bruxelles, des directives et des dispositions dont nous ne voulons pas. Ça se résout comment institutionnellement, Charles Millon, vous qui avez été au centre de l'action, sans parler de Frexit, est-ce qu'on peut dire un nouveau gouvernement, un nouveau président de la République française peut dire à Bruxelles et à Bonn, écoutez, on se soit autour de la table, maintenant on va tout rediscuter, on arrête de jouer à cet acte unique, à cette soumission de la France aux intérêts économiques mondialisés par l'acte unique. Est-ce qu'on peut retrouver notre souveraineté d'une façon ou d'une autre? Oui, je pense qu'on peut retrouver notre souveraineté. Mais il faut d'abord qu'il y ait un gouvernement courageux et qui n'obéisse pas ni au lobby,
et surtout pas aux lobbies étrangers et aux lobbies outre-Atlantique. Bien sûr. Qui respectent en réalité le choix des électeurs. Et qu'à partir de ce moment-là, si le gouvernement est décidé à être courageux, eh bien qu'il amène les groupes parlementaires et les parlementaires qui siègent à l'Assemblée européenne à émettre des votes qui obligent les dirigeants européens à tenir compte des choix nationaux qui ont été effectués. Et deuxièmement, oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire respecter le principe de subsidiarité. Il est inscrit dans le traité de Maastricht et qu'on a tout à fait le droit, en fait, d'aller devant les tribunaux pour dire à la Commission européenne, pour un certain nombre de décisions, qu'elle ne respecte pas le principe de subsidiarité. Exemple, si je veux pas exonérer de droits de douane le poulet ukrainien qui passe par la Pologne et qui vient en France, moi, gouvernement français, je dis à la communauté européenne, donc à la Commission, je vais dire, je n'appliquerai pas, au nom de la subsidiarité, je n'exonérerai pas le poulet ukrainien. C'est une mesure qu'on aurait pu prendre, ça s'appelle le droit de réserve, je crois. Hein. Oui, mais je pense que c'est un problème très, très technique. Non, mais je veux dire, c'était une possibilité que le gouvernement c'est exactement ça, je pense qu'il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Sur le sujet, par exemple, du pacte migratoire, Charles Millon, certains pays se sont opposés au pacte migratoire. Pourtant, bien sûr, c'est passé. Et en fait, certains pays ont été amendés sur leurs oppositions, en fait. Donc, on se dit qu'en même temps, même s'il y avait une cohésion de certains pays, Bruxelles reste tout puissant et ne permet pas pas une révolte, mais en tout cas une discussion sur la façon dont fonctionne cette politique. Je pense, comme beaucoup d'ailleurs, qu'il faut que ce soit en fait le gouvernement français qui décide de sa politique d'immigration. Et qu'à partir de ce moment-là, il va falloir peut-être exiger de l'Europe qu'elle respecte les décisions qui sont prises au niveau national. Et car il n'est pas possible, on va prendre un exemple très précis, lorsque un pays limitrophe de la France qui fait partie donc de l'Union européenne décide de régulariser tous les étrangers illégaux, ces étrangers illégaux peuvent ensuite rentrer légalement en France et s'installer, puisque c'est le droit européen. Ouais. Et que cela n'est pas normal. Donc il faut permettre, j'allais dire, une vraie discussion au niveau de l'immigration et que l'on respecte totalement les décisions nationales. Je vous cite 3 noms de présidents de la Commission européenne: José Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, Ursula von der Leyen. Ils roulent pour qui, ces gens-là ? Est-ce que la Commission a trop de pouvoir ? Ils roulent pour une bureaucratie européenne, car ils sont persuadés que le bonheur des peuples viendra de la bureaucratie européenne. Et lorsqu'ils sont retirés, par contre, ils se mettent à critiquer la bureaucratie européenne, car ils s'aperçoivent que les choix qu'ils ont effectués ou qu'ils ont favorisés se sont souvent avérés des choix mauvais pour notre pays et pour l'Europe. Nous avons eu des commissaires, Michel Barnier, Thierry Breton, qui ont essayé de s'opposer. Ils ont été évacués assez rapidement, finalement. Quand la France a essayé de se rebiffer, on l'a fait taire. C'est une analyse plus profonde qu'il faudrait faire. Oui, je sais bien. Mais enfin là, concrètement, Monsieur Breton l'a essayé de s'opposer à Ursula von der Leyen et elle l'a évacué et on n'a rien dit. On l'a remplacé par Monsieur Séjourné. Donc c'était une forme de soumission à la Commission européenne. Ben là, je pense qu'il y a eu un accord entre le président de la République et la présidente de la Commission. Oui. Et que c'est des décisions qu'on peut regretter sous l'angle politique, mais qui, sous l'angle institutionnel, sont valides. Donc on fait des proclamations publiques, et puis ensuite, au moment de passer à l'acte, les gestes sont très différents de ce qui a été dit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les électeurs ne croient plus à la politique. Charles Millon va faire un petit peu de politique fiction, puisque 2027 approche, la carte électorale est en train de se dessiner. Chez les Républicains, alors là, le parti auquel vous apparteniez, l'UDF, les centristes, c'est devenu un peu une partie de la Macronie, hein, entre le MoDem, Renaissance, tout ça est un peu mélangé. Là, on voit pas d'issue parce que l'effondrement est total. Il reste le camp républicain avec 2 leaders qui sont Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Les autres ont été mis de côté. Et il reste évidemment l'option du Rassemblement national avec cette grande énigme. Est-ce que la Cour d'appel va donner, le jugement de la Cour d'appel va permettre ou pas à Marine Le Pen de se présenter selon le délai qui sera fixé de la pénalité qui sera appliquée 18 mois, 22 mois. Si Marine Le Pen peut se présenter en 2027, est-ce qu'elle doit se présenter
et Jordan Bardella se met en retrait, ou est-ce que telle qu'elle a essayé de l'envisager, elle se retirait d'emblée dans la mesure où la procédure judiciaire ne serait pas totalement terminée et Jordan Bardella serait le candidat du Rassemblement national à l'élection présidentielle de 2027. C'est pas votre parti, mais je demande votre avis. Oui, parce que je vais simplement d'abord dire une chose, c'est que je considère que ce jugement est inique pour une raison simple, c'est que c'est parce qu'on n'a pas respecté, j'allais dire, un droit européen qui définit le rôle des assistants, que l'on va condamner le parti de ces députés ou de ces assistants dans leur pays et qu'on va choisir une condamnation qui est une condamnation qui touche au droit français et non pas au droit européen. Bien sûr. Et que je pense qu'il y aurait peut-être une réflexion à mener et que sur cette question-là, car on a l'impression que le droit européen envahit même le droit national et va décider de l'inéligibilité d'une personne à un mandat national pour une faute qui a été, pour une soi-disant faute qui a été faite au niveau européen, que personne n'a répondu. C'est vrai, c'est vrai. Que j'aurais pensé, et que je pense toujours, qu'il serait intéressant de savoir quelle est l'opinion des juges sur cette question-là. Or, je n'ai pas entendu nos juristes, à part ceux qui sont professeurs ou qui sont intellectuels, qui ont fait connaître, eux, leur opinion, et qu'un certain nombre disent que c'est totalement anormal. Mais je voudrais simplement dire d'une manière très officielle qu'il y a là un vrai problème de droit. Si je comprends bien, vous êtes en train de dire un tribunal de la République française sur des éléments qui sont relatifs aux institutions européennes va empêcher aujourd'hui le parti majoritaire dans le peuple français d'avoir le représentant qu'il souhaite pour présider la France. Donc pour vous, c'est un grave déni de démocratie. Ben, je pense qu'il y a oui, c'est une faute, à mon avis, c'est une faute juridique très forte. Et qu'il faudrait en fait que les juges ou nos législateurs réfléchissent à ce qui est en train de se passer. Pour autant, si Marine Le Pen est inéligible à la présidentielle, que Jordan Bardella soit élu, est-ce qu'il serait tout à fait compréhensible, acceptable qu'il dise d'emblée « Je nommerai Marine Le Pen à la tête du gouvernement, elle sera Premier ministre et on appliquera, tel que le prévoit la Constitution, l'article 20 à la lettre, qui dit que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation ». Je trouverais ça très élégant. Et une solution politique, peut-être, pour la gouvernabilité de la France. Je l'espère. Et dans la majorité législative, votre vieux rêve, participation des Républicains et des centristes de bonne volonté qui seraient d'accord pour participer à ce gouvernement. Je voudrais rappeler qu'il existe en fait une formation politique qui est dirigée par Éric Ciotti, qui a accepté d'entreprendre la démarche, que j'ai personnellement soutenue, de dire on ne voit pas pourquoi on va installer un cordon sanitaire autour du Rassemblement national, que je l'en ai félicité à l'époque. D'ailleurs, je continue à le soutenir dans cette démarche-là, car c'est lorsqu'on aura en fait rendu la sérénité au débat politique qu'on pourra en fait avoir un gouvernement qui pourront prendre les problèmes français et les résoudre. Il a pris le nom de UDR, Union pour une défense de la République, qui était l'ancien sigle du parti gaulliste quand le général de Gaulle présidait la République française. Cher Millon, merci pour votre témoignage, merci d'avoir été ici. Je me permettrai de vous ressolliciter pour décrypter les réalités politiques françaises. Merci d'avoir été avec nous. On se dit à demain. On se dit à demain, Perico. Et là, on confie l'antenne à Brigitte Lahaye pour quelques douceurs sentimentales peut-être.